Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cahier de vacances pour cette étape numéro 3 des cahiers de vacances pour cet été 2025. Nous avons fait, vous vous souvenez, la littérature de l'Antiquité, nous avons fait la littérature du Moyen-Âge et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la Renaissance. Et comme je le disais lors de la deuxième étape de ces cahiers de vacances, la Renaissance, c'est l'étape où on a notamment l'apparition de l'imprimerie inventé par un célèbre Gutenberg et qui va permettre de diffuser beaucoup plus la littérature. La littérature va être complètement bouleversée par l'apparition de l'imprimerie. Alors évidemment, tout le monde ne lisait pas à l'époque, donc il ne faut pas s'imaginer comme aujourd'hui des millions d'exemplaires de vendus, mais quand même des centaines d'exemplaires comme ça qui pouvaient circuler à travers l'Europe. Dans les descriptions de cette vidéo, je vous mets quelques indispensables de la littérature de la Renaissance, mais encore une fois, une liste tout à fait non exhaustive et vous pouvez aller encore plus loin avec la littérature de la Renaissance. Vous connaissez les célèbres rubriques de ces cahiers de vacances. On va commencer par la première des rubriques. On va voyager, on va faire une petite escale et on va aller jusque dans le Béarn, en tout cas de ce qu'on a appelé la Navarre à l'époque. Parler pour cette escale et cette anecdote de Marguerite de Navarre. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette femme, mais à la base, elle ne s'appelait pas Marguerite de Navarre du tout, elle s'appelait Marguerite d'Angoulême, parce qu'elle était née à Angoulême, tout simplement. Elle était la sœur de François Ier, voilà. Et elle a été mariée, ça a été un peu compliqué, mais elle a été mariée au roi de Navarre, donc elle est devenue reine de Navarre et devenue Marguerite de Navarre, et il faut savoir que c'était la femme vraiment lettrée de la famille, beaucoup plus lettrée que François Ier, qui n'était pas non plus, contrairement à ce qu'on peut en penser, un grand homme de culture, mais c'était vraiment une femme très lettrée. Elle a soutenu la Réforme, notamment à l'époque, elle avait entretenu des correspondances avec les grands intellectuels de son époque, et pour la petite anecdote, sa fille Jeanne épousera un certain Antoine de Bourbon, ben oui, vous avez reconnu le nom, Bourbon, et leur enfant, à Jeanne et Antoine, sera Henri de Navarre, Henri Bourbon, le futur Henri IV. Voilà, donc la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, est la grand-mère de Henri IV. Voilà, donc l'arrière-grand-mère de Louis XIII, évidemment. Et donc l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Louis XIV. On peut aller jusqu'à Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, comme ça. Bref, donc Marguerite de Navarre, et elle est restée célèbre pour avoir écrit des textes, des nouvelles, qu'on appelle l'Heptaméron, qui est un ensemble de 72 nouvelles, évidemment qui s'inspire du Décaméron de Boccace, et chacune de ces nouvelles était suivie d'une sorte de débat moral. Voilà. Donc, une œuvre pas forcément facile à lire aujourd'hui, mais qui se trouve par contre très facilement en format poche, et que je vous invite à découvrir. Franchement, c'était une grande femme de lettres de l'époque. Et dans cet instant cocktail, on va jouer. Je vais essayer de vous faire deviner un mot, un personnage, un auteur, une œuvre, un concept lié à la littérature de la Renaissance. Et pour ça, je vais vous donner des indices. Et vous, votre objectif, c'est d'essayer de trouver le mot qui est à deviner et essayer de le trouver le plus rapidement possible. C'est-à-dire que je vais donner des indices de plus en plus faciles. Et puis, on va voir à partir de quel indice vous allez réussir à trouver la réponse. Je vous la donnerai évidemment à la fin de tous les indices. Premier mot, c'est un écrivain qu'on recherche. C'est un écrivain qui a écrit des œuvres humoristiques. Il a inventé des personnages géants. Son nom commence par la lettre R, je pense que là certains ont déjà trouvé, et enfin c'est l'auteur du fameux Gargantua. Oui, vous l'avez trouvé, c'est François Rabelais. Voilà, vous avez compris le concept maintenant? Allez, on peut passer au numéro 2, qui est un philosophe. Il a écrit des textes qui ont donné leur titre au genre même du texte. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Il parle beaucoup de lui dans ses œuvres, contrairement du coup à ce que l'on peut penser du titre. Il est connu pour la phrase « Que sais-je » ? Il est connu aussi pour la phrase « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Et enfin, son nom commence par la lettre M. Est-ce que vous êtes nombreux à l'avoir trouvé? C'est évidemment, oui, Michel de Montaigne. Alors le prochain est un poète. Il fait partie d'un groupe littéraire très connu. Il a écrit un poème sur son pays natal. Il est l'auteur de ce qu'on appelle les regrets. Et enfin, il critique un peu Rome dans ses poèmes. Alors, c'est Joachim du Bellay. Il critique un peu Rome. En fait, il dit qu'il préfère sa terre natale que Rome. Prochain mot à découvrir, on est au 4e. C'est un groupe, voilà, un peu comme les Beatles ou les Rolling Stones, mais là c'est un groupe de poètes. Groupe de poètes associé notamment à Pierre de Ronsard, qui a défendu énormément la langue française, apparu évidemment pendant la Renaissance, et aujourd'hui, qui a donné son nom, ce groupe d'auteurs, notamment à une collection de livres très réputés. Je
pense que vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, c'est la Pléiade. Voilà, c'était une Pléiade de poètes, et aujourd'hui c'est devenu une collection très célèbre. Cinquième mot, c'est un personnage qu'on cherche. Personnage très grand, qui est le fils de Grand Gousier. Qui a un appétit gigantesque, même que l'adjectif aujourd'hui qui porte son nom vient du personnage. Et enfin, c'est un héros de François Rabelais, c'est Gargantua, vous l'avez. Prochain, nouveau personnage de fiction, qui est le fils de Gargantua cette fois-ci, qui a aussi une taille gigantesque. Bah oui, tel père, tel fils. Présent dans un roman comique, et enfin, lié à une idée qu'on appelle l'idée pantagruélique. Évidemment, c'est très facile, là, c'est Pantagruel, qui est un autre roman de François Rabelais. Prochain, c'est un livre qui est une œuvre de Montaigne, qui parle de conditions humaines, écrit évidemment au XVIe siècle, écrit à la première personne, qui aurait bien été adapté à l'univers du rugby aujourd'hui. Voilà, là je ne peux pas en dire plus facile, c'est les essais. Huitième, c'est un livre qu'on cherche, un livre écrit par un auteur anglais, qui est une sorte de critique de la société, mais aussi le titre d'un ouvrage philosophique. Et le mot titre est devenu un mot courant. Voilà, c'est Utopie, ou Utopia dans sa version originale. Neuvième, c'est un concept qu'on cherche, un courant de pensée qui valorise l'homme et la connaissance, qui est né pendant la Renaissance, qui s'est opposé au Moyen-Âge et qui est lié notamment à l'étude des textes antiques. Est-ce que vous l'avez? Oui, c'est l'humanisme, bravo. Et enfin, dixième, c'est une invention, là c'est facile, qui permet de diffuser des livres. Là, je ne peux pas faire plus facile, on finit presque par une question TF1, là, qui est une machine qui a été développée par Gutenberg et qui est apparue avant Internet. Oui, c'est évidemment l'invention de l'imprimerie. Bravo. Bravo si vous avez fait de 10 sur 10. Franchement, là, j'ai été sympa avec vous. C'était assez facile. Eh bien, pour la prochaine rubrique, la rubrique citation, c'est la rubrique visite touristique. Et le guide, bah, c'est tout le temps moi. Voilà. C'est donc moi, je vais être votre guide de toute façon tout l'été. Et c'est parti pour la visite touristique. J'en parlais tout à l'heure, les essais de Montaigne. Alors moi je l'ai en 3 tomes, là chez Livre de Poche, une ancienne version. Et donc là je l'ai en 3 tomes chez Livre de Poche. Le titre de ce livre a donné naissance à un genre littéraire qui a été théorisé par la suite. D'ailleurs ça a mis du temps à être théorisé. Et aujourd'hui un essai c'est une sorte de dissertation géante dans laquelle quelqu'un réfléchit sur un sujet sociétal, qui soit politique, économique, religieux, juridique, bref tout ça ce sont des essais. Et qui ne sont pas très personnel, normalement. Alors que dans la version de Montaigne, c'est ça qui est étonnant, et c'est pour ça que je vais vous lire, lorsqu'il s'adresse au lecteur avant de commencer son premier livre, plusieurs livres qui sont restés très connus, mais lorsqu'il s'adresse au lecteur, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point c'était un livre très personnel, comment il s'appropriait presque les sujets de l'époque pour en faire quelque chose de très intime, alors qu'aujourd'hui, la notion d'essai est tout sauf intime. Regardez, au lecteur, c'est ici un livre de bonne foi, nous dit-il, le lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Voilà, la fin, c'est-à-dire l'objectif, est domestique et privé. Je n'y ai nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Cette phrase, elle est très célèbre avec c'est ici un livre de bonne foi lecteur, car c'est moi que je peins. Ce sont les 2 phrases très célèbres de cette adresse au lecteur. Je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Je suis moi-même la matière de mon livre. Alors qu'il va parler de tout un tas de sujets dans ses essais. Il va vraiment parler de quasiment la plupart des sujets qui faisaient débat à l'époque, mais je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir à un sujet si frivole et si vain. En gros, il est en train de lui dire, mais ne perds pas ton temps à lire quelque chose où en fait on va parler de moi. Il donne envie de lire, Montaigne, c'est bien. Ici, en fait, je vais parler de moi. Donc ne reste pas, c'est pas intéressant. Adieu donc de Montaigne, ce 1er de mars 1580. Voilà, 1580. C'est génial, ça donne envie au contraire de continuer, je trouve. Voilà. Donc moi j'ai cette version, et je ne sais pas si vous l'avez lu de votre côté. Voilà pour la partie citation. On va terminer cette vidéo, ce cahier de vacances sur la littérature de la Renaissance avec évidemment un petit exercice. Voilà, la partie château de sable. Et alors pour cette partie de château de sable, on va parler d'un auteur très connu. Et pour le deviner, peut-être un peu d'humour. On n'en a pas eu beaucoup dans cette vidéo, mais on parlait de quelque chose de sérieux, l'humanisme. Donc on n'allait pas non plus faire des blagues à toutes les phrases, mais une peut-être, juste. Quel auteur de la Renaissance serait resté à la table à la fin de chaque repas?
En plus, c'est bien associé à lui. Alors, c'est Rabelais, mais pas parce qu'il mettait en scène des personnages qui mangeaient beaucoup, mais c'est Rabelais parce qu'il voulait toujours du rab de lait. Voilà, rab de lait, Rabelais. Et quel va être votre exercice du jour? Ben, votre exercice du jour, ça va être de créer un mot ou une expression qui va rester dans la postérité. Parce que Rabelais, on le connaît pour ses grandes œuvres, mais je parlais tout à l'heure de pantagruélique, mais aussi de gargantuesque, mais pas seulement. Il a créé des mots comme frugal, patriotique, bénéfique, c'est lui. Mais encore génie, automate, gymnaste, indigène, horaire, c'est encore lui. C'est-à-dire que c'est des mots qui souvent, sauf certains autres, mais c'est des mots qui souvent existaient avant Rabelais, mais on ne les connaissait pas sous ce sens. Je pense encore à quintessence, à anicroche, à aguélaste, mais également des expressions. L'expression, par exemple, les moutons de Panurge, c'est Rabelais. L'expression une guerre picrocoline, c'est Rabelais. Ou encore la substantifique moelle, c'est-à-dire la chose la plus importante. La première fois qu'on voit apparaître cette expression, c'est dans Gargantua. Ou encore la dive bouteille dans le 5e livre de Rabelais. Bref, vous voyez, Rabelais a inventé des mots, des expressions, des jeux de mots aussi. Vous avez plein de jeux de mots dans l'œuvre de Rabelais, parfois des jeux de mots un peu de bas étage, mais on s'amuse beaucoup lorsqu'on lit Rabelais. Et c'est ça qui est génial. Si vous voulez faire aimer la littérature, par exemple, à un adolescent, en lui disant, tiens, j'ai un texte d'il y a 500 ans, dans lequel tu vas trouver des trucs vulgaires, dans lequel tu vas trouver des jeux de mots, et dans lequel tu vas trouver de la guerre, un type qui s'entraîne et qui veut faire la guerre, qui aime se battre et qui aime manger. Et ça a 500 ans. C'est génial, a priori. Voilà. Donc, votre exercice, ça va être de créer un mot, une expression qui pourrait, à terme, rentrer et rester dans la postérité. Voilà. Vous avez du travail. Maintenant, moi, je vous dis, prenez soin de vous, lisez des livres, travaillez bien, et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures de ces cahiers de vacances littéraires. Ciao.